l'invention d'une autre révolution. Au plan juridique, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Ce droit s'applique bien entendu aux biens de toute nature, aux meubles comme aux immeubles. Mais qu'en est-il à l'ère du numérique ? On entend de plus en plus parler des NFT dans les médias, ce jeton qui fait office de titre de propriété numérique certifié et associé à un bien original unique qu'un seul détenteur possède. Alors aujourd'hui, comment les marques utilisent les NFT dans leur stratégie? Quels sont les enjeux business et les pièges à éviter? C'est François-Xavier Ringot et Erwan Goulin, Partners OMS, qui vont animer les échanges qui vont suivre. Bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, les NFT suscitent de plus en plus d'intérêt depuis quelques temps. Ça ne vous a pas échappé dans les médias, mais aussi au sein du grand public avec beaucoup d'investisseurs financiers, mais également au sein de plus en plus au sein des grandes marques, des grands groupes qui nous sollicitent sur des sujets de Web3, de métaverse, de NFT. Même si ça reste encore aujourd'hui essentiellement porté par les départements de l'innovation, néanmoins, on voit un vrai intérêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons eu envie d'en parler avec vous ce matin. Qu'est-ce que c'est exactement un NFT? Et nous avons demandé à Isabelle Bonnet, qui va venir nous rejoindre sur le plateau, qui est une de nos consultantes OMS, qui est une experte de la blockchain et qui accompagne nos clients depuis à peu près 2016. Elle va venir nous éclairer. Bonjour Isabelle, merci d'être là ce matin. Bonjour Isabelle. Alors je crois que tu vas venir nous parler de NFT. Tu as quelques pages, je crois. Oui, en effet. Écoutez, pour vous parler de NFT et pour vous expliquer ce que c'est qu'un NFT, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est que la blockchain. Et la blockchain, tout a commencé avec Bitcoin. Et Bitcoin qui a été une révolution, comme l'a souligné notamment Eric Schmidt, ancien CEO de Google. Et qu'est-ce qui a fait que la blockchain Bitcoin était une révolution? C'est que ça a permis de créer sur Internet quelque chose qui est unique. Et ça a énormément de valeur parce que c'est aussi ça ce qui permet de créer du transfert de valeur sur Internet. Alors, je vais vous donner une autre définition, peut-être un petit peu plus théorique de ce que c'est que la blockchain, et ensuite je vais vous expliquer ce que sont les NFT. Alors, la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker de la donnée de façon sécurisée et publique. Donc, en fait, si vous voulez stocker la donnée de façon sécurisée, vous pouvez la cacher. Et dans ce cas-là, elle va être inattaquable. Personne ne pourra venir essayer de modifier votre base de données. Si vous voulez la rendre publique, elle devient vulnérable. Et la révolution qu'a apporté la blockchain, c'est que ça a permis de rendre publique cette donnée tout en la rendant encore plus sécurisée. Très bien. Décentralisé. Grâce notamment à la décentralisation, donc le fait d'enregistrer la donnée sur plein de serveurs au lieu de l'enregistrer sur un seul, et grâce à des outils mathématiques, des formules qu'on appelle, qui permettent de faire de la cryptographie. Donc vous pouvez voir ça un petit peu comme des verrous qu'on mettrait sur une valise. D'accord. Et grâce à ça, ça permet de créer, donc on a une base de données publique qui crée de la confiance, parce qu'on est sûr qu'elle ne pourra pas être modifiée après coup. Donc, finalement, c'est un tiers de confiance? Alors justement, on n'a plus besoin de tiers de confiance puisque on a une base de données qui ne peut plus être modifiée et sans qu'on ait besoin d'un intermédiaire qui va s'occuper de la stocker lui. D'accord. Et donc en fait, ce sont des développeurs partout dans le monde qui vont avoir chacun des serveurs et le fait que chacun de ces développeurs participe au réseau, ça contribue à le renforcer. Et c'est ça la grande révolution, la base de données, l'actif, c'est plus la propriété d'un tiers privé comme les GAFA ou autres. Là, c'est vraiment décentralisé, c'est chaque personne dans le web qui amène sa petite quote-part à un bien collectif. Exactement, D'accord. exactement. Et qui n'est plus la propriété des GAFA, en Très effet. bien. Et alors, maintenant, que sont les NFT? Donc, les NFT, NFT, donc ce sont des initiales. Ça veut dire Non-Fungible Token. Un token, c'est un jeton. Et donc, en soi, ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut posséder et transférer. Donc, un NFT, c'est quelque chose qu'on peut posséder et transférer. Il a la particularité, ce jeton, d'être non fungible, non-fungible. Et pour expliquer ce concept, le plus simple, c'est peut-être de donner une analogie. Donc, si vous avez 2 billets de 10 euros, ensemble, ça vaut 20 euros. Si vous avez 2 tableaux de Picasso, on peut pas vraiment les mêler, les mélanger. C'est 2 œuvres à part. Ils sont pas substituables l'un à l'autre. Exactement, ils sont pas substituables l'un à l'autre. Ils sont chacun uniques. D'accord. Et donc, ces NFT, ce sont des jetons qu'on peut posséder qui sont chacun uniques, qui ne sont pas substituables les uns les autres. D'accord. Et donc ça,
le fait d'avoir cette représentation numérique de quelque chose d'unique que l'on peut posséder Et revendre. et revendre, c'est ce qui permet de faire de la propriété numérique de quelque chose d'unique. D'accord. Titre de propriété numérique. Exactement, exactement. Alors concrètement, peut-être à quoi ça Vous avez sert. des Donc, exemples, peut-être? voilà, très bonne idée. Donc je vais vous donner quelques exemples de comment en entreprise, très concrètement, on utilise la technologie blockchain aujourd'hui dans des cas d'usage en production. Et donc un exemple qu'on a fait avec OMS, Absolument. qui a One été Man Support. avec One Man effectivement. Support, ça a été avec Ulysse Nardin. Donc Ulysse Nardin, c'est une manufacture horlogère suisse très très haut de gamme Du groupe Kering. du groupe Kering. Et donc le problème était le suivant, c'est que les clients pouvaient bénéficier de garanties, mais pour ça ils devaient avoir leur carte physique. Et il y a une grosse tendance dans ce secteur qui est que les clients veulent sortir de la boutique montre au poignet, voyage, et ne veulent surtout pas avoir à garder leur carte pour pouvoir bénéficier d'une garantie. Ah, déjà que c'est pas facile de retrouver sa carte d'identité. Absolument. Retrouver son certificat d'achat de la montre de luxe, c'est effectivement Acheté il y a une une dizaine épreuve. d'années, ça se perd. Ouais. Voilà, surtout quand on en a 15, qu'on part Ouais. en vacances, etc. Donc, l'idée a été de dématérialiser cette carte de garantie. Et pour ça, on a utilisé la blockchain Bitcoin. On a créé tout simplement un PDF. Donc, un PDF, c'est très simple, tout le monde comprend ce que c'est. Et on a sécurisé ce PDF, on l'a rendu infalsifiable et vérifiable sur Internet grâce à Bitcoin. Et donc, et la force de ce projet, c'est que non seulement on a résolu cette problématique de la carte de garantie, mais on a créé pour les clients quelque chose qu'ils peuvent maintenant utiliser quand ils veulent revendre leur montre. Donc concrètement, c'est une clé crypto que tu utilises et quand tu veux la revendre, effectivement, tu te sers de cette clé et on certifie que tu es bien l'unique propriétaire de cette montre qui est une montre authentique. C'est un document dans lequel est écrit que telle personne bénéficie d'une garantie pour telle montre. Et donc, ça constitue en soi une preuve que la personne a bien acheté une montre authentique. Et donc, quand la personne veut revendre sa montre, il peut très facilement prouver qu'il avait acheté une montre authentique grâce à ce document que personne ne peut recréer. Il est vraiment unique et infalsifiable. Et demain, on peut imaginer que ça soit la carte d'identité et retracer toutes les éventuelles évolutions, maintenance, réparation de cette montre. Oui. Et ça sera tout l'historique qui sera encrypté dans la blockchain et transférable aux différents propriétaires successifs. Exactement. Maintenant, on réfléchit plutôt à des cas d'usage de passeport numérique. On peut enregistrer des informations au fil de l'eau sur l'évolution de l'utilisation d'un produit, par exemple. Donc, on pourrait avoir l'historique des différents propriétaires de la montre qui serait encrypté dans la blockchain? Oui, par exemple, la blockchain est une technologie très adaptée pour faire ce genre de choses. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Oui. Alors bon, un autre exemple, ça a été un exemple de comment on peut certifier de la traçabilité pour des diamants, mais peut-être un autre exemple plus concret avec des NFT. Donc, il y a eu un cas qui a été pas mal relayé dans la presse et qui, pour moi, est un peu un moment fondateur dans l'histoire de l'utilisation des NFT par les marques. C'est Dolce & Gabbana qui a lancé une vente de produits à la fois physiques avec leur double numérique et de produits uniquement numériques sous la forme de NFT. Donc, ils ont fait cette vente aux enchères. Alors là, j'ai mis quelques illustrations. Ils ont vendu concrètement, par exemple, une robe et son double numérique. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont vendu 9 NFT pour une valeur, à l'époque, de près de 5 millions de dollars. Ouais. Et parmi ces 9 NFT, 5 avaient un double physique, mais 4 étaient purement numériques, et notamment l'illustration de droite, la couronne. Il y a des personnes qui ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour acheter simplement ces œuvres numériques, qui étaient produites par une marque, en l'occurrence Dolce & Gabbana. Donc par la maison, la direction de la création de cette marque, Exactement. purement numérique. Purement numérique. Et pour moi, c'est un petit peu un événement fondateur pour les marques de luxe notamment, de comment est-ce que ces NFT peuvent être aussi prouvent que aujourd'hui les marques qui ont déjà une valeur immatérielle peuvent également vendre des choses immatérielles. On reviendra d'ailleurs sur les NFT et l'art dans quelques instants avec Nicolas Reynaud qui vient nous parler de son projet. Très bien. Alors Isabelle, là, justement sur les NFT, on a vu une envolée stratosphérique des valorisations des différents NFT. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les chiffres et nous expliquer ça et à ton avis pourquoi on a vu cette envolée stratosphérique? Alors oui, il y a eu une envolée stratosphérique et je pense que le cas dont certains d'entre vous se souviennent peut-être, qui a un petit peu été l'élément aussi qui a permis de faire parler des NFT dans le grand public, c'était la vente de l'œuvre de Beeple à près de 70 millions de dollars.
Donc c'est un artiste qui a créé tous les jours une œuvre Ah oui, on s'en numérique. souvient, oui. Ouais. Et il a créé un tableau en collant les 5000 jours de ses œuvres qu'il avait créées. Et ce tableau a été vendu aux enchères par Christie's, alors que c'est une œuvre 100% numérique pour près de 70 millions de dollars. À noter quand même que c'est la 3e œuvre qui a été vendue au prix le plus élevé d'un artiste vivant, toutes catégories confondues. Donc il y a un unique propriétaire d'une œuvre 100% numérique, oui, certifiée par un NFT, qu'il peut revendre, garder. Exactement. Et après, il y a eu d'autres ventes suite à ça qui ont aussi pas mal marqué les esprits, notamment les CryptoPunks. C'est ce qu'on voit sur les slides que voit le public. Oui, exactement. On voit les CryptoPunks, par exemple, qui ont été vendus à plus de 10 millions de dollars. Bored Ape Yacht Club aussi, où il y a eu des ventes qui ont dépassé les 20 millions de dollars. Enfin, aujourd'hui, il y a clairement il y a eu des valorisations de NFT qui ont été bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer pour des œuvres purement digitales. Et non seulement ça a été un phénomène très important, mais ça a été aussi un phénomène qui n'a fait que croître sur l'année 2021 pour atteindre plus de 6 milliards de valeur de transactions sur le 3e trimestre 2021. Et donc, moi, je me pose la question, quand je vois ces chiffres qui sont, comme disait François-Xavier tout à l'heure, stratosphériques, est-ce qu'il y a un intérêt autre que financier dans les NFT? Est-ce qu'une entreprise peut attendre autre chose que de l'argent, finalement? Alors, oui, moi, j'aime bien comparer les NFT avec l'art. Et d'ailleurs, un des gros cas d'usage des NFT, comme on l'a vu avec Beeple, ça a été le fait de vendre de l'art digital. Et toutes les caractéristiques qui font que l'art peut s'avérer être fortement valorisé, on les retrouve dans les NFT. Notamment le fait qu'on veuille collectionner quelque chose, qu'on y ait un attachement émotionnel. Et donc ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les marques, de créer du lien émotionnel, notamment avec leurs clients sur des produits. Et il n'y a pas seulement, après, il y a aussi ce côté spéculatif, comme on l'a vu, qui justifie ces valorisations, qui existent dans l'art et qu'on retrouve dans les NFT. Il y a aussi le fait, dans le côté spéculatif, que c'est une nouvelle classe d'actifs avec des caractéristiques fiscales différentes. Mmh. Et il y a le fait que ce soit transférable et que ce soit quelque chose que l'on possède vraiment. Mais est-ce qu'il peut y avoir des avantages, par exemple les Bored Apes dont on parlait tout à l'heure, est-ce que le NFT peut lier un certain nombre d'avantages pour quelqu'un qui les posséderait? Oui, en effet, et ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les marques. Donc Bored Ape Yacht Club, ils ont créé cette idée de club, donc les personnes qui possèdent le NFT font partie d'un club sur Internet. D'accord. Et donc il y avait le Lions, il y avait un certain nombre de clubs, le Rotary, et maintenant on va avoir les membres, les Bored Apes. Exactement. Il y aura peut-être un NFT Lions Club. Oui, pourquoi pas, peut-être un futur client. Ou pas. Et donc ça, les marques qui cherchent notamment à créer un esprit de communauté, cette idée de créer des clubs a forcément beaucoup d'intérêt pour elles. D'accord. On continue. L'idée, c'est qu'au regard des chiffres, on a le sentiment qu'il y a un engouement très très fort sur les NFT. Quelle est finalement la part réelle d'adoption? Parce que c'est un peu un buzzword. C'est ce que tu me disais tout à l'heure avant de rentrer sur les studios. Est-ce que cette part d'adoption côté client ou B2C et côté entreprise, quelle est-elle réellement? Alors c'est une très bonne question. Et alors oui, c'est pour revenir peut-être sur illustrer le fait que ça soit un buzzword. Par exemple, on voit aujourd'hui qu'on a plus parlé des NFT que de Elon Musk l'année dernière. C'est dire quand même que c'était vraiment un sujet d'actualité. C'est pas peu. C'est pas peu, sachant que Elon Musk avait également beaucoup d'actualité l'année dernière. Et beaucoup de NFT. Et beaucoup de NFT. Peut-être beaucoup de NFT, on ne sait pas. Mais ce qui a été aussi assez marquant, c'est que de nombreuses célébrités se sont intéressées au sujet. Alors, des artistes, bien sûr, parce que comme on voit, par exemple, Snoop Dogg est vraiment gros investisseur NFT, investisseur, effectivement. Mais il y a aussi d'autres types de célébrités, notamment des sportifs. Et Mike Tyson, par exemple, qui lui-même a annoncé avoir acquis des NFT et qui lance maintenant une collection de NFT. D'accord. Et donc, oui, il y a un buzz assez formidable sur le sujet. Mais pour autant, l'adoption réelle reste quand même assez mesurée. Donc, par exemple, quand on compare aujourd'hui, il y a 6 milliards de smartphones dans le monde. Il y a 2 millions d'ordinateurs dans le monde. 2 milliards. 2 milliards, pardon, oui, d'ordinateurs dans le monde. Mais en fait, on est par contre dans un ordre de grandeur bien plus bas quand il s'agit du nombre de wallets, donc
wallet numérique qui possèdent des NFT. On est plutôt de l'ordre de déjà 100 fois moins que ceux qui posséderaient des lunettes VR, d'après les chiffres. D'accord. Le wallet étant le portefeuille dans lequel on va mettre notre argent, nos cryptos et notre NFT. Et notre NFT. Et pourquoi tu penses, Isabelle, pourquoi est-ce que c'est encore si peu démocratisé ou utilisé aujourd'hui? Alors, ma vision, personnellement, c'est que c'est une nouvelle façon d'utiliser Internet. C'est un nouveau paradigme où, en fait, on passe d'un monde, donc j'avais préparé une illustration, voilà, un monde où, en fait, on a un login password à un monde où, en fait, on a un système de clés publiques, clés privées. D'accord. Et on doit gérer ça de façon différente, en fait. Le login password, si je perds mon mot de passe, je peux toujours demander mot par de passe email. oublié. Bien sûr. Exactement, voilà. Alors que là, la clé, je suis responsable moi de comment je sécurise la clé privée. Définitivement perdu. Qui peut être potentiellement définitivement perdue ou volée. Ah oui, d'accord. Donc encore un peu compliqué aujourd'hui de créer, posséder un NFT. Certains parlent de parcours du combattant. D'ailleurs, je crois que Othman, prochain intervenant, va venir nous expliquer par le menu comment on crée, on possède et on détient des NFT. Effectivement, Othman va venir dans un instant, mais avant, j'ai quelques questions sur le fil chat, Isabelle. Et justement, pas mal au sujet du certificat, là, du cas que vous avez présenté. Dans le cas du certificat de garantie pour la montre de luxe, comment faire le lien de façon sécurisée entre le document qui est dans la blockchain et le produit physique, la montre? Et une autre question qui va dans le même sens, est-ce que le NFT peut être appliqué en cas de vol pour les assurances? Alors, pour la question du lien entre le produit physique et le produit numérique, donc c'est une très très bonne question. Et quelque chose qu'il faut bien comprendre avec la blockchain, c'est qu'on va sécuriser une donnée qui est déjà numérique. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ce fantasme un petit peu de dire que la blockchain allait résoudre le problème de l'authenticité. En réalité, la blockchain va permettre de sécuriser un document qui est déjà numérique. Donc, le certificat de garantie, c'est un document numérique. Comment on fait concrètement le lien? On fait le lien avec le numéro de série sur la montre qu'on indique dans le certificat, dans le document. Donc, ça fait le lien. Ouais. Mais en soi, la preuve ultime de l'authenticité du produit physique, ce sera le produit physique. Le produit lui-même, évidemment. Le produit lui-même. Mais le fait d'avoir une preuve qu'on a acheté, par exemple, un produit, ça contribue quand même à créer de la confiance quant au fait qu'on a réellement acheté un produit authentique. Et à apporter des preuves en cas de vol pour les assurances. Et à apporter des preuves en cas de vol, par exemple, pour les assurances, oui, en effet. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais elle est posée. Est-ce que on vous demande quelle plateforme vous avez utilisée pour l'enregistrement du certificat dans le cas suisse? Écoutez, oui. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Je pense que je peux le dire. Je travaille beaucoup avec Woolit, qui est une start-up française, W-O-L-E-E-T, basée. Très bien, le Made in France. Voilà, en France, et qui a développé une technologie qui permet justement de faire ces enregistrements blockchain à moindre coût énergétique. Important. Très important, oui. Alors, on dit que c'était certifié via Bitcoin. Bizarre non, car Bitcoin est fongible, justement. Est-ce que Bitcoin est fongible? Oui, Bitcoin est fongible. Cependant, donc, dans le cadre du certificat, ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre dans une transaction Bitcoin, on a la possibilité d'inscrire une information, une donnée. Et cette donnée-là, elle va rester pour toujours. Et donc, c'est une façon aussi d'enregistrer une preuve d'unicité et d'existence à un instant donné. Super, merci Isabelle. Vous êtes tombée là-dedans comment, vous? Un peu par hasard, en fait, je suis tombée là-dedans grâce au bar en bas de chez moi. Donc c'est un peu une anecdote assez amusante, mais parce que fin 2017, les marchés ont explosé et en bas de chez moi, il y a le rassemblement mensuel de la communauté Bitcoin et il y avait 200-300 personnes. À Paris? À Paris, et donc je suis descendue voir ce qui se passait et c'est comme ça que j'ai découvert Bitcoin et à partir de là, ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Et depuis, tu ne quittes plus ton pins Bitcoin que tu as ramené ce matin. Ça ne nous a pas échappé. Exactement. Isabelle est un ovni là dans la sphère. Non. Isabelle est une experte effectivement blockchain et NFT et on a de plus en plus de consultants effectivement chez OMS qui nous rejoignent avec des compétences de NFT, de blockchain, de métaverse. Donc on sent que effectivement c'est une compétence qu'on va pouvoir mettre au service de nos clients. Tout à fait. Et parce qu'il y a de plus en plus de missions aussi peut-être sur ces sujets. Alors on a beaucoup de nos clients qui nous sollicitent sur, on va dire, de l'acculturation. On présente par exemple les grands principes des NFT, de la blockchain dans des boards. On en a la semaine prochaine. Et on a aussi les premières missions qui démarrent, qui sont beaucoup plus opérationnelles. On a des experts comme Isabelle, comme Othman qui vient nous rejoindre tout à l'heure, qui effectivement réalisent des missions pour One Man Support.
Super, ben merci, je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup Isabelle. Et j'en profite pour parler du livre que tu as écrit, Blockchain utile. Je ne peux que recommander aux auditeurs sa lecture, d'autant que 100% des bénéfices, je crois, sont redistribués à des associations caritatives. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Rien de tel maintenant qu'une démonstration, puisque on a parlé de parcours du combattant, donc on va regarder un peu est-ce que c'est si facile que ça à utiliser, c'est ce que nous a dit Othman tout à l'heure en régie, et on va avoir donc un véritable passionné qui est un serial entrepreneur, qui est un de nos consultants One Man Support. Il conseille les entreprises en crypto depuis 2016 déjà. Et il est très actif dans les NFT où il a un portefeuille d'à peu près 70 NFT. Il a même inventé un système de scoring qui permet de savoir s'il faut se positionner sur un NFT ou s'il faut pas. Donc c'est un véritable expert qui va nous rejoindre, Othman Senagirazi. Bonjour Othman. Bonjour François-Xavier. Bonjour Othman. Bonjour Erwan. Alors, est-ce que c'est vrai que créer, posséder, détenir un NFT, c'est un vrai parcours du combattant? Je pense que c'est beaucoup plus mystique que ce qu'on croit et c'est en fait très simple de pouvoir investir ce domaine-là. Et en fait, ça dépend de 3 paramètres. Il vous faut tout d'abord avoir un wallet. Donc c'est le portefeuille dont on parlait tout à l'heure. Absolument. C'est le portefeuille. C'est en quelque sorte votre portefeuille digital dans lequel vous allez pouvoir avoir de la crypto-monnaie. Et donc, c'est cette crypto-monnaie qui va vous permettre d'acheter des NFT. Et en fait, ça vous gère cette crypto-monnaie. Ça, vous pouvez en recevoir, vous pouvez en acheter, vous pouvez en envoyer si vous le souhaitez. Et avec ce wallet-là, en fait, vous pouvez rajouter de la crypto-monnaie, comme je le disais à l'instant, et puis aller sur le marketplace pour pouvoir faire votre marché. En fait, c'est comme si vous alliez sur Amazon et que vous faisiez, vous achetez vos produits, vos différentes courses qui vous intéressent. En fait, c'est la même expérience utilisateur. Donc déjà avoir un wallet, ensuite mettre des euros, des dollars pour acheter des bitcoins ou des cryptos, Absolument. soit. Et avec ça, une fois qu'on a des cryptos, on va sur des places de marché comme OpenSea ou autre pour acheter, faire ses courses en Absolument. NFT. Je vous propose de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Eh ben, avec grand plaisir. Et je vais faire le même parcours que chaque membre aussi aujourd'hui présent dans l'audience peut faire. Et en fait, on commence avec le commencement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher et créer un wallet. Donc on va faire une démo live. Absolument. Donc si tous ceux qui sont derrière leur PC exactement. tout de suite ou leur Mac peuvent reproduire la même manip et on arrive en moins de 5 minutes, en 10 minutes. À peu près, voilà, entre 5 et 10 minutes, on arrive à créer un wallet, à avoir de la crypto-monnaie dessus et à pouvoir acheter son premier NFT. D'ailleurs, je vous propose même, si vous voulez, qu'on puisse le faire là à l'instant. On pourrait acheter un CryptoPunk par exemple. Un CryptoPunk peut-être pas aujourd'hui, mais on peut en Un petit peu d'argent. On pourra en acheter peut-être un autre, Okay. à titre d'exemple. Et donc l'idée, c'est de démarrer avec un wallet. Alors il y en a plusieurs, il y en a une trentaine aujourd'hui qui sont plus ou moins plébiscités dans le monde, mais le plus plébiscité étant celui qu'on appelle MetaMask, qui est super safe, qui est super facile d'utilisation, qui a une très forte technologie derrière qui le back, et c'est une entreprise et un produit qui est aujourd'hui dans la cryptosphère très abondant et très utilisé. Très bien. Donc là, vous êtes sur la page Google. Absolument. Là, on est sur la page Google. Donc, on va pouvoir aller, en fait, taper MetaMask. Et MetaMask, en fait, c'est une extension. Donc, on va aller arriver sur le site. On va pouvoir télécharger effectivement l'extension. Donc là, ça fait un peu ordinateur de geek, mais je précise que c'est vous qui avez paramétré le fond d'écran en noir pour moins consommer d'énergie. Hein. Absolument. Voilà. Sinon, c'était une boîte mail Google Remarque. tout à fait classique. D'accord. Donc c'est juste la couleur qui a changé. Hein. Exactement. On était sur Gmail. Donc là, en fait, on arrive. J'ai téléchargé l'extension. Donc, comme vous le voyez, j'ai une petite extension qui s'est rajoutée là en haut, tout à droite. Ouais, absolument. Donc, là, c'est pas Firefox, du coup, on confond un peu Firefox et là, le je petit suis sur renard. Firefox. On est sur Firefox. On est sur Firefox et je passerai tout à l'heure sur Chrome. Okay. Donc là, je fais la démo en fait de from scratch, comme on dit, à partir de rien pour créer un wallet. Et puis, je repartirai sur mon wallet pour aller acheter un NFT. Et donc, quand on arrive, en fait, on a une page de bienvenue qui nous invite à démarrer. On peut démarrer, on a 2 choix. Donc, si vous avez un wallet déjà existant, vous voyez sur la partie gauche de l'écran, on peut importer une phrase et je vais y revenir dans quelques instants et parler de l'importance fondamentale de cette phrase-là à conserver, qui est un peu votre coffre en fait de votre wallet. Moi, par exemple, j'ai pas de wallet. Absolument. Donc là, effectivement, donc tu n'as pas de phrase et donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va configurer un wallet. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Okay. Donc on va pouvoir créer un portefeuille qui est la partie droite de l'écran que vous voyez. Donc, en créant un portefeuille, on accepte effectivement les conditions, on peut faire un retour, et là, il nous faut créer un mot de passe. Donc là, on est déjà dans la fameuse phrase super compliquée ou c'est un mot de passe tout à fait classique? C'est la prochaine. Là, c'est le mot de passe classique, c'est un peu comme votre mot de passe de boîte email, c'est votre mot de passe de tous les jours. Donc, vous choisissez un mot de passe dont il vous faut vous souvenir, que vous allez rentrer à chaque fois dans l'extension Chrome ou Firefox. Donc, on confirme le mot de passe et puis on accepte effectivement les conditions générales.
Et là, on arrive. Là, vous l'enregistrez dans votre navigateur pour pas avoir à le retaper à chaque fois. Absolument. Donc là, c'est une vidéo explicative pour ceux qui veulent prendre le temps de comprendre en fait comment ça marche avant d'être passé aux étapes prochaines. Nous, on a l'expert avec nous, donc pas besoin de la vidéo explicative. On va y On va passer. accélérer. Et là, par contre, là, c'est l'étape vraiment la plus cruciale et j'insiste là-dessus parce C'est que critique, ouais. absolument, c'est très très critique parce que là, vous avez une phrase secrète et comme le disait tout à l'heure Isabelle, en fait, il y a c'est votre clé privée. Donc, en fait, la blockchain, vous avez une clé publique qui est consultable de tout le monde, mais votre clé privée, vous êtes le seul à devoir l'avoir et le seul à la connaître. Et il faut la noter. Il faut la noter dans un lieu qui est safe, qui n'est pas digital. Qui n'est pas digital. Oui, c'est la règle de sécurité là-dessus. D'accord. Effectivement, on peut prendre ce bloc-notes, ce que je ferai tout à l'heure peut-être pour la noter, mais ce n'est pas la bonne pratique. Il faut la noter sur un papier et éventuellement le conserver dans un endroit qui est safe, qu'on peut retrouver si demain on perd son wallet. Il faut savoir que si vous perdez en fait cette phrase secrète, vous avez perdu l'ensemble des propriétés dans votre wallet, que ce soit des cryptos, que ce soit des NFT. Et il n'y a pas de moyen de récupération, il n'y a pas de bouton, mot de passe. On a tous entendu parler de cette histoire d'un Américain qui a acheté des bitcoins il y a une quinzaine d'années et qui cherche encore sa clé. Dans une ferraille, exactement. Donc là, vous avez votre phrase secrète. Alors là, vu qu'on est à titre d'exemple, je vais quand même l'afficher, mais ce n'est pas du tout une bonne pratique. Donc assurez-vous quand vous le faites, vous le faites dans un environnement seul. Et donc là, en fait, c'est une suite de mots. Généralement, c'est 12, 15, jusqu'à 24 mots selon le degré de complexité que vous voulez. Il faut savoir que c'est une combinaison unique. Il est irreproductible. Vous pouvez choisir vos mots ou ces mots sont imposés? Ils sont imposés. C'est une suite générée de manière aléatoire dans suite de mots qui vous permet de générer effectivement cette phrase secrète. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on puisse la copier, la garder et passer à l'étape Donc là, on va suivante. faire ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire la copier, la garder sur l'ordinateur. Absolument. L'ordinateur crash, on l'a perdu. Exactement. Donc là, par exemple, on va partir sur il va falloir les répéter. Donc là, je la colle dans mon bloc-notes. Donc effectivement, il va falloir les faire dans l'ordre. Replay, display. Hop. Donc ça prend un petit peu de temps, mais il faut faire attention pour les bien mettre dans l'ordre. C'est une combinaison aléatoire de 12 mots. Absolument, c'est une combinaison aléatoire de 12 mots qui est automatiquement générée et qui est unique. Donc c'est des mots anglais, hein. On ne peut pas choisir sa langue. Alors malheureusement pas encore. Théoriquement c'est possible, mais on n'y est pas encore vu que l'ensemble globalement de la cryptosphère est plutôt anglophone et que c'est la langue qui fédère le plus de gens dans le monde. Après, ce sont des mots assez simples de ce que je vois. Absolument. 3. Et on y est. Hop. Et j'en ai raté un. Ouais. Ouais, tu peux revenir en arrière et ok. Absolument. Il y a un super. Et là on y est. Donc on a la suite de nos 12 mots. Très bien. Il est bien fait. Et là, parfait, on a notre wallet. Bravo, Otman. On a pris le premier wallet qui est l'étape un peu la plus longue, la plus, on va dire, la plus rébarbative. Absolument. Okay, la plus, ça va. Hein, donc, une fois qu'on a notre wallet, en fait, ça ressemble à ça. Ouais. Donc, vous êtes connecté, vous êtes sur le réseau principal. Là, et à titre de précision, on a créé ce wallet-là sur un réseau, sur une blockchain qui est celle de Ethereum. On peut rajouter, il est tout à fait envisageable de rajouter d'autres blockchains, comme par exemple la blockchain de Binance ou comme la blockchain de Polygon sur le même wallet. Okay. Donc, une fois que vous avez votre wallet, vous n'avez rien dessus pour l'instant. Donc, vous pouvez racheter. Donc, on a un portefeuille vide. On a un portefeuille vide. Donc, on peut effectivement acheter de la crypto-monnaie, on peut en envoyer, on peut échanger une crypto-monnaie contre une autre. Donc, par exemple, je vais échanger de l'Ethereum contre du Matic, donc du Polygon. Ouais. Et le swap, donc l'échange va se faire. C'est comme si on changeait de l'euro et du dollar. Hein, absolument, absolument. Vous avez un taux, vous avez une parité. L'Ether étant le dollar et l'autre, la Solana, étant absolument le rouble. Absolument. Et donc, du coup, en fait, c'est un échange, c'est un swap. Et là, l'avantage de MetaMask, alors, si vous êtes sur une version desktop, vous pouvez aussi acheter avec votre carte crédit. Si vous êtes sur une version téléphone, vous pouvez acheter, en fait, avec votre Apple Pay. Ce qui est très pratique pour des achats en dessous de 1 000 € pour pouvoir débuter, en fait, avec des NFT. Donc, très rapidement, donc, il y a différents. Et quand on voit les valeurs que nous montrait Isabelle tout à l'heure, avec 1 000 €, on peut faire quelque chose dans les NFT? Oui, absolument. Vous allez voir, on va acheter un NFT en dessous de 100 $ tout à l'heure. Okay. Et c'est totalement accessible. Et le plus important, c'est juste de se familiariser avec le parcours qu'on utilisateur. Et puis, on progresse et on augmente en compétences au fur et à mesure. Donc, il y a effectivement différentes possibilités d'achat. On peut acheter avec sa carte, donc on peut utiliser Wire, Transact ou autre, ou on peut top up avec un Apple Pay. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va arriver sur un portefeuille qu'on a déjà. Par exemple, là, en l'occurrence, j'ai top up tout à l'heure 85 €. Donc, on arrive à l'équivalent en Ether. Donc, on a de l'Ether étant donc une monnaie, et donc là, on a un Ether, c'est 2 600 €. C'est 2600 € aux alentours aujourd'hui, oui. Et donc, 80 €, ça fait 0,031 Ether. 0,031. Et on peut acheter des parties d'un Ether. On n'est pas obligé d'acheter minimum un Ether. Vous pouvez acheter
une partie d'un Ether. Vous pouvez acheter aussi, si vous êtes en Bitcoin, ce qu'on appelle des Satoshi, qui est l'unité la plus faible, la plus indivisible du Bitcoin. Vous pouvez acheter des centimes, quoi. Voilà, des centimes, des micro-centimes. centimes. Parce que là, finalement, on est à 3 centimes d'Ether. Hein. Absolument. On est à 3 80 €, ça fait 3 centimes d'Ether. Ce qui fait aujourd'hui. En tout cas, maintenant, tout de suite. On verra dans 2 heures, parce que c'est très fluctuant. Très volatile, effectivement. Donc, l'idée, par exemple, il y a 3, donc, je disais tout à l'heure, il y a 3 étapes. Il y a le wallet, il y a le fait de rajouter de la crypto ou du fiat dans votre. Du fiat? Fiat, effectivement. Pour moi, fiat, c'est la voiture. Ce qu'on appelle la monnaie euro-dollar. C'est les monnaies classiques. Les monnaies classiques. Donc, en fait, dans l'univers crypto, on va toujours opposer fiat et crypto. Fiat étant l'euro, dollar, le rouble, le yen et autres. Et crypto ou crypto-monnaie étant l'Ether, le Bitcoin, le Solana, le Matic et autres. Parfait. Donc là, effectivement, je parle de fiat puisque dans le cas où on utilise son Apple Pay sur MetaMask, on peut mettre des euros et recevoir des Ethers, ce qui simplifie nettement la tâche. Et donc ensuite, il y a la partie marketplace puisque il va bien falloir aller dans une place d'échange pour pouvoir. Là, on peut y aller, par exemple. Et effectivement, on peut aller voir par exemple OpenSea. On me dit qu'il faut accélérer, malheureusement, il ne nous reste plus que quelques minutes. Oui, qui est une des plus grosses marketplaces d'échange aujourd'hui dans le monde, avec Rarible et LuxRare, mais OpenSea étant la plus plébiscitée. Et en fait, vous arrivez sur la plateforme, vous avez différents NFT. Là, on est arrivé directement sur mon profil. Donc, vous avez votre profil avec différents. Amazon des NFT, du coup. Absolument, c'est le Amazon du NFT. Vous avez différents NFT que vous pouvez exposer, qui sont les vôtres, que vous pouvez acheter et revendre. Là, ce sont les vôtres, par exemple. Absolument, ce sont les miens. Donc là, on peut faire la démo d'en acheter un pour. On peut faire la démo d'en acheter un, par exemple. On a le temps d'aller au bout, François-Xavier ? Prenons le temps. Céline, est-ce qu'on a le temps d'aller au bout? Il nous reste 3 minutes, Otman, pour acheter un NFT. On va accélérer. Je pense que ça prend moins de 3 minutes. Hein. Je pense qu'on va, dans 1 minute, ça devrait être bon. Là, je pars sur une collection totalement random. Donc là, ce sont des pandas. Absolument, ce sont des pandas assez marrants, avec des caractéristiques assez marrantes. Et donc, c'est une collection, ce qu'on appelle de l'art génératif. D'accord. On va avoir un modèle et on va générer 10 000 combinaisons là-dessus. Là, en l'occurrence, il décline un modèle, il le décline dans plein de. Là, en l'occurrence, on a 4200. Et donc là, on voit qu'il y a par exemple un à acheter. Donc, on va acheter celui-ci, par exemple. Donc, vous cliquez dessus. J'ai mon wallet qui est directement connecté dans lequel j'ai des Ethers, donc qui me permettent de l'acheter. Cet NFT-là, en fait, coûte $26. Il suffit que je clique sur Buy Now, que je confirme mon checkout. Donc là, et ensuite, il y a mon achat, ce qu'on connaît dans notre quotidien. Il y a une autre partie, effectivement. C'est comme quand on achète sur Amazon, en fait. C'est un ensemble de clics. Donc là, en fait, on arrive sur le wallet. Et ce qui est important, et ce à quoi il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle les gas fees. Les gas fees, en fait, c'est les frais du carburant. C'est ce qui permet, en fait, de valider une transaction dans la blockchain, et donc de certifier que cette transaction a bien eu lieu, que moi j'avais effectivement des Ethers et que le NFT en l'occurrence m'a été transféré. Et ensuite, on voit le coût total de l'achat plus les gas fees. Il suffit de cliquer sur confirmer pour valider la transaction. Et donc là, on vient tout juste d'acheter un NFT en live. Ça y est. Bravo. En plus, on a pris le temps, hein, donc on a mis 10 minutes pour acheter un NFT. Donc c'est assez pratique et ça démystifie un peu le mythe qui est derrière, puisque c'est accessible vraiment à l'ensemble du public. Tout en gardant en tête que ça reste encore très spéculatif. Toi, tu as une vraie méthodologie éprouvée d'investissement, qu'il y a Discord qui sont de toute une communauté très très forte d'acheteurs de NFT qui échangent des informations, etc. Donc voilà, on a vu la méthodologie. Merci beaucoup, Otman. Juste peut-être une petite question. Est-ce que tu as commencé à travailler avec un certain nombre de tes clients sur ce genre de problématique aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, absolument. J'accompagne différents types de boîtes, allant de la start-up à des boîtes du CAC 40 sur différentes problématiques, allant de l'authentification de produits à ce qu'on appelle aussi l'accès et la fidélisation, comme en parlait tout à l'heure Isabelle, et comment en fait on peut venir utiliser les NFT comme une technologie qui va nous permettre de fidéliser, de retenir et de promouvoir certains produits d'une marque, ou plus concrètement, par exemple, des sujets qui sont en l'occurrence liés par exemple au vin spiritueux. On va pouvoir adosser des NFT à des millésimes uniques. Et donc là, on va retrouver le côté unique du NFT avec le côté cessible, donc la transférabilité de laquelle vous avez parlé tout à l'heure. Avec une bouteille physique dans la cave d'un millésime rarissime. Absolument, qu'on va pouvoir échanger, mais on va pouvoir aller encore plus loin. Au-delà d'adosser un NFT à une bouteille, on va pouvoir en fait créer tout un univers de produits dérivés qu'on va pouvoir vendre, toujours dans un esprit de collection, qui sont exclusifs, rares, uniques, qui vont pouvoir aider la communauté à mieux connaître le produit et derrière proposer des expériences qui sont beaucoup plus poussées et qui sont réservées à des membres exclusifs qui sont porteurs de ces NFT-là. Par exemple, des visites guidées, privées dans les caves, par exemple, d'une maison productrice de vin ou de spiritueux, des repas ou des rencontres avec les chefs sommeliers, des bouteilles qui sont exclusives, qui sont totalement hors market, qui datent sur des collections très anciennes. Et en fait, on vient fédérer une communauté. On comprend bien l'intérêt pour les marques, effectivement, de se rapprocher de leurs consommateurs et de créer un espèce d'engagement. Moi, j'ai une dernière question, parce que je pense qu'il faut qu'on avance, mais la dernière question, c'est que tu as l'air totalement passionné. Absolument. Est-ce que tu penses qu'on est à l'aube d'une véritable révolution,
J'y crois, j'en ai l'intime conviction qu'on vit un changement de paradigme aussi important, voire plus important que ce qu'on a vécu de l'époque d'Internet. Ah oui. Et je pense que d'ici 5-10 ans, chaque personne qui d'ailleurs soit dans l'auditoire ou ici présente aura un NFT d'une manière ou d'une autre. Et en fait, c'est une technologie, et un NFT, c'est vraiment une technologie, ce n'est pas que de l'art, que de la musique, que des noms de domaine. C'est une technologie qui permet en fait d'aligner les intérêts entre un créateur, entre une marque, entre une entreprise, avec ses consommateurs ou avec ses followers ou avec ses clients, et de pouvoir en fait aligner les intérêts de manière à les engager émotionnellement, intellectuellement, ce qu'elles font déjà, mais aussi financièrement, et pouvoir avoir des clients qui sont plus seulement des clients, mais qui sont en fait des ambassadeurs. Et c'est ça en fait la puissance de force des NFT, parce que c'est une techno qui le permet et qui permet d'éviter d'avoir à passer par des tierces parties. Ok. Merci beaucoup, Hotman. On va aller plus loin à la découverte de ce nouveau monde. On a 2 invités qui vont nous rejoindre, qui sont Nicolas Reynaud, qui est le Chief Marketing Officer de lacollection.io, qui va nous parler un petit peu de tout ce qu'ils font dans les NFT. Et on va avoir également en duplex Abdel Bouazati, qui est responsable partnership et blockchain de Coca-Cola Company. Merci, Erwan. Merci François merci Xavier. Hotman. Nicolas, bonjour, merci. Vous êtes CMO de La Collection, qui est une plateforme NFT pour les musées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Nicolas? Bonjour François-Xavier, bonjour Erwan. Je m'appelle Nicolas Reynaud. Effectivement, je travaille pour La Collection, qui est une jeune entreprise qui a 8 mois d'existence et qui a été créée… 8 mois. 8 mois. 8 mois, d'accord. Septembre dernier. Et qui a pour vocation d'aider les institutions culturelles, les grands musées, à digitaliser, tokeniser certaines de leurs œuvres pour pouvoir ensuite les vendre sur notre plateforme, en partenariat avec nous, à des collectionneurs d'un nouveau type. On a lancé cette entreprise sur une opportunité technologique qui est celle dont on a parlé depuis ce matin avec Isabelle et Hotman, et également une opportunité économique, conjoncturelle de marché qui est tout simplement pendant le confinement. Oui, les musées doivent pas être en grande forme financière. Il faut imaginer. Et ces musées fermés se sont posés la question de nouveaux modèles économiques pour leur permettre de continuer de faire leur métier, de faire ce pourquoi ils sont là, mais également la crise a catalysé une accélération de l'intérêt des musées pour ces nouvelles technologies. C'est vraiment une façon de le voir et effectivement c'est une approche conjoncturelle qui est à l'origine de la naissance de la collection. Pour être clair, en fait, les musées se posent la question du digital depuis de nombreuses années. Expérience digitale, virtuelle, CD-ROM même à l'époque. Ouais. Mais là, on vit dans les NFT la possibilité, l'opportunité également gagner de l'argent. Et la logique que l'on met en place avec eux, c'est que on numérise certaines des œuvres, des expositions qui se déroulent dans le musée. Par exemple, avec le British Museum, qui est le premier de nos partenaires, qui a 9 millions d'objets à tokeniser potentiellement. On les a accompagnés. Y compris des objets qui ne sont pas présentés dans le musée finalement, parce que j'imagine 90% des collections ne sont pas présentées dans le musée. 95% des collections ne sont pas présentées dans le musée. Pour British, c'est 90-95, c'est gigantesque. Et donc, je vous donne l'exemple de Koussaï. Ils ont fait une exposition au Koussaï absolument sublime cet automne. Il y avait 100 œuvres qui étaient présentées au musée, 200 sur notre plateforme. On a donc numérisé, tokenisé et créé 200 NFT auxquels on a appliqué des niveaux de rareté, scarcity. Donc le niveau le plus rare, c'est 1 sur 1, j'imagine. Alors en l'occurrence pour le British, c'est 1 sur 2 parce que eux-mêmes se créent leur collection de NFT. Ah oui, okay. Mais tu as raison, le niveau le plus rare et donc le plus cher. Donc il y a des séries limitées, effectivement, telle œuvre étant 10 exemplaires ou 10 NFT, telle œuvre étant 2 exemplaires de NFT. Absolument. Ça a un impact sur le prix, bien évidemment. Absolument. Et à ce titre, on explique souvent que l'on fait ce qu'on appelle des lithographies numériques. C'est le même principe que la lithographie, si ce n'est qu'elle est tokenisée, blockchainisée, avec tout l'intérêt qu'Isabelle et Hotman vous ont présenté. Tu me parlais des musées français. C'est vrai vous avez démarré avec cette icône le British Museum. Et c'est vrai que on est en passe d'annoncer ce mois-ci plusieurs partenariats avec de grands musées internationaux, anglo-saxons, européens. Et on est en conversation avec les musées français depuis longtemps, depuis plus d'1 an, depuis qu'on a eu l'idée. On s'appelle La Collection et ça a un sens. Je pense que les musées français se posent la question du timing pour se lancer. Je pense qu'ils veulent se donner le temps de la réflexion pour faire les choses correctement. Il faut bien comprendre que l'intérêt de la blockchain et du Web3
dans l'absolu, c'est de réunir le sous-jacent est une base par définition communautaire. Ouais. Et ce qui intéresse les musées, au-delà de l'argent que nous leur reversons, puisque nous partageons les revenus de la vente des NFT plus ou moins rares, on parle vraiment d'un NFT. Chez nous, le premier NFT est aux alentours de 1 000 € sur une vente classique. Et on monte on a vendu une vague de Hokusai à 50 000 €. Lors de notre première. On a fait avec le British Museum, on a dépassé le million de livres, en l'occurrence parce qu'on compte en livres avec eux, de vente de NFT. Donc il y a quand même des œuvres d'art assez accessibles. Tu parlais de oui, 1000 mais euros. on tend à la collection vers une approche plus élitiste qui s'adresse à des collectionneurs plus ambitieux et qui rapportent au musée une bonne partie des revenus générés. Et moi, j'ai une question, parce que quand je t'entends, je comprends que finalement, on peut acheter. Donc, moi-même, je pourrais acheter une œuvre du British Museum et peut-être un jour du Louvre. Et une fois que j'ai acheté cette œuvre, qu'est-ce que moi j'en fais? Est-ce que je vais l'afficher? Je vais afficher un Chagall sur ma Smart TV chez moi? Je vais la mettre sur mon fond d'écran de mon ordi? Je vais la mettre sur mon petit, à la place de ma tête, sur mon LinkedIn ou? Alors, c'est une bonne question. Nous, notre value proposition, c'est de créer un bridge entre les institutions culturelles et un nouveau type de collectionneur. C'est super, on a les slides. Alors, ça y est, vous voyez mes slides? Ça vient d'arriver. Ils étaient beaux pourtant. Ouais. Voilà, nous. C'est très visuel. Voilà, je vous invite à aller voir notre site cet après-midi. Qui s'appelle lacollection.io et vous y trouverez des œuvres en vente, en enchères ou pas, à prix fixe ou en enchères, avec des prix d'entrée effectivement de 1 000, 1 500 € et qui montent de façon assez drastique. Donc tu disais qu'il l'achète, il le garde. Voilà, ce qui intéresse les grands musées, c'est de créer une communauté de collectionneurs qui leur soit et de créer cette attache avec eux, certes. Attache économique, ils ont besoin de fonds. Le Met a vendu des tableaux pendant le confinement pour payer ses propres collaborateurs, mais également, et c'est plus important, et c'est ce sur quoi ils insistent souvent, s'attacher une communauté qui soit pas géographiquement circonscrite à la localisation du musée. On a des acheteurs de plus de 150 pays sur notre plateforme. Et quand vous imaginez bien, quand un acheteur investit 50 000 $ sur une vague de Hokusai, le British Museum, naturellement, il voit un donateur, un patron potentiel. Et c'est ça, en réalité, qui intéresse les musées, c'est de rencontrer une nouvelle forme de donateurs dont ils ont évidemment besoin. On revient à la notion de communauté dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et il faut bien imaginer que les collectionneurs qui achètent sont pas trop des Hotman, c'est-à-dire des collectionneurs qui vont aller chercher des œuvres purement digitales, pourquoi pas de façon spéculative, artistique certes d'abord, mais ensuite spéculative. Nos collectionneurs sont bien souvent des gens qui possèdent des œuvres physiques de ces musées. On va à leur rencontre, on leur parle très régulièrement, et qui voient dans ce que nous leur proposons une façon d'étendre leur collection. Quelqu'un qui a collectionné pendant 15 ans au Hokusai, lorsque le British Museum dit, écoutez, il y aura 2 éditions de cette vague qui seront rendues disponibles, on touche à la fibre du collectionneur et modestement en tant que directeur marketing, pour moi c'est absolument fabuleux parce que c'est ce lien dont nous parlera aussi Abdel pour Coca-Cola que créent les marques ou les institutions avec une communauté d'un nouveau type. Voilà. Et donc on poursuit notre route. Le musée a annoncé des futurs. Je peux pas les annoncer ce matin, mais si vous lisez la presse, on est très suivi par la presse. Vous voyez le New York Times, le Guardian, le Art Newspaper. La semaine dernière, on était encore dans le Télégraphe. On est très suivi parce que les gens sont intéressés, non pas par le volume de ce marché, qui est estimé en 2025 à 2 000 milliards de dollars, pour aujourd'hui 10 milliards, 12 milliards, mais surtout par ces nouvelles formes de liens que l'on crée entre une marque, une institution et des collectionneurs. Okay. Nicolas, moi j'ai une dernière question. On a parlé des musées, on a parlé des artistes. Est-ce qu'il y a un engouement autour de cette nouvelle forme d'achat d'œuvres d'art? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont des détracteurs? On entend beaucoup de green bashing, pas washing, mais de green bashing, c'est-à-dire de critiques sur vos émissions carbone. Réalité, fiction? Effectivement, beaucoup de bashing, mais je pense qu'on fait l'objet du même bashing que beaucoup d'autres industries. En l'occurrence, quand vous mintez un NFT, c'est-à-dire que vous le tokenisez, chez nous en tout cas, et l'énergie qui est utilisée à ce minting, la validation par la blockchain de la création de ce token, pompe de l'énergie. Pompe 9 kilos d'énergie par NFT minté. Puis ensuite, si moi, Erwan, je te vends un NFT, c'est à nouveau 9 kilos d'énergie consommée pour valider la transaction qui s'est opérée. Ça fait 18 kilos pour un NFT créé et vendu.
Pour vous donner un ordre de grandeur, un aller-retour Paris-New York, qui est pour un passager, qui est un exemple qu'on prend souvent, c'est 1 tonne, qui est aussi l'empreinte carbone d'un foyer français pour se chauffer sur une année. Oui, parce que j'ai regardé, un Français consomme à peu près 5 tonnes par an. Ouais. En fait, Othman vous l'expliquerait mieux que moi, mais il y a des blockchains, des blockchains qui consomment plus que d'autres. D'accord. Et je pense qu'un ordre de grandeur intéressant à voir, c'est que si pour une opération sur la blockchain Bitcoin, on devait le représenter par un bâtiment, ce serait le Burj Al Arab. La même opération sur la blockchain Ethereum ferait la taille de la tour de Pise. Et il va bientôt paraître une blockchain Ethereum 2 sur laquelle une même opération, comparativement, vous m'avez compris, ferait la taille d'un clou à tête. D'accord. Donc on est plutôt sur quelque chose qui consomme peu d'énergie. Ça va dans le bon sens. Néanmoins, on s'équipe largement. On a des investisseurs que je vous ai brièvement présentés. Les investisseurs de Sorare notamment. Voilà, chez nous, on a des investisseurs de la technologie, Ledger, Sorare, Alven, mais également des investisseurs privés ou familiaux comme la famille Arnaud et Aglaé, Kima Venture, qui sont des gens qui sont passionnés d'art. Et donc, ils sont tous, évidemment, très régulièrement challengés sur ce sujet du green dans la blockchain. Et en l'occurrence, à la collection, on est en train de planter une forêt de 3600 arbres au Danemark. J'y vais la semaine prochaine, qui sont des processus de offset de notre empreinte carbone, nature-based. Du coup, vous êtes Square, là, vous êtes à égalité. Alors, ce qu'on fait, c'est un sujet vraiment important pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, parce qu'il y a un green bashing qui peut faire un peu peur à beaucoup de marques qui souhaitent plonger. Nous, il y a des technologies qui permettent d'offsetter immédiatement l'empreinte carbone. En l'occurrence, on utilise une technologie qui s'appelle le biochar, c'est une forme de charbon. Oui, c'est la poussière de charbon de bois qui enferme le carbone dans le sol. Et c'est immédiat. Puis le carbone. On vend un tableau, on achète du biochar, et en parallèle des actions bien plus long terme que beaucoup d'entre nous conduisent. En l'occurrence, pour nous, une forêt qui n'aura son rendement, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on plante des arbres, qu'un rendement effectif dans 18-20 ans, mais sur une durée de 90 ans. C'est un sujet essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Merci Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. On a Abdel Boazati qui est en visio, qui va nous rejoindre. Il s'occupe des NFT chez Coca-Cola. Il va nous parler des récentes initiatives de Coca-Cola sur ce sujet. Abdel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Abdel. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, je crois que vous avez préparé une slide, est-ce que vous pouvez la partager à l'écran et commencer à nous expliquer un petit peu les différentes initiatives? On a parlé tout à l'heure en régie de la loot box. Qu'est-ce que c'est une loot box? Oui, c'est ça. Donc, je vais partager ce qu'on fait, juste pour dire que on est dans la phase chez Coca-Cola, ce qu'on appelle test and learn en anglais. Donc, on est encore en train d'apprendre. Apprentissage, vous êtes en apprentissage. Apprentissage, c'est ça. Disons, comme quelqu'un l'a mentionné avant, où est ce lien entre nous et nos fans ou nos consommateurs. Donc, on a fait, comme tu disais bien, Erwan, on a fait un loot box. Donc, je pense que le nom français, peut-être, c'est une boîte de surprise. C'est le premier NFT qu'on a fait en juillet passé. À gauche sur la slide, tout en bas à gauche. C'est ça, tout en bas à gauche. Et dans cette boîte de surprise, il y avait 4 éléments. Vous voyez peut-être, il y a une veste, il y a un frigo ancien, il y a aussi quelque chose comme un cercle. Et ce cercle, il représente, c'est un son. Quand on ouvre une Coca-Cola, le son de pchit. C'est le son quand on décapsule la canette, le pchit, c'est ce son. Exactement, oui. Et après, il y a aussi une carte c'est une carte friendship parce que c'était le jour de l'amitié aux États-Unis, ou je pense mondialement même. Donc ça, c'est 4 éléments. Ils ont été vendus à un prix de $575 000. Et ce qu'on a fait avec ça, on a fait un don à notre partenaire, le Special Olympics. D'accord. Et à quelle vitesse ça s'est vendu, ça, ces 4 items? Je pense qu'on l'a laissé donc c'était en partenariat avec Decentraland et c'était sur OpenSea. Je pense qu'on l'a laissé sur OpenSea. La plateforme que nous a montré Othman tout à l'heure. Oui, c'est ça. Pendant 3 jours, on l'a laissé sur OpenSea. 3 jours. Oui. Très bien. Et vous avez fait 2 autres initiatives NFT, c'est ça, Abdel? Exactement. Donc, le deuxième projet qu'on a fait, les gens le savent peut-être, mais pour le mentionner, il y a un lien très fort entre Coca-Cola et Noël. Donc, depuis. On dit que Coca-Cola a inventé le Père Noël, même. Oui, plus ou moins. Est-ce que c'est vrai? Ils l'ont rendu plus gentil, disons, et ils l'ont donné les couleurs. Ils l'ont rendu rouge.
Donc, ce qu'on a fait, on a créé sur une plateforme un partenaire qu'on a qui s'appelle Vivi. Donc, aussi pour vous dire que moi, je fais partie du département de licensing chez Coke et donc nous, on cherche un partenaire qui vraiment respecte donc notre marque et on est sûr que ce qui est sur cette plateforme, c'est vraiment notre marque. Donc, on a fait un partenariat avec Vivi, qui est une société basée en Nouvelle-Zélande. Ils sont sur l'App Store, sur l'Android Store et par exemple, ils sont aux 5e position des apps les plus téléchargées sur les App Store. Et là, c'est un peu comme si on est d'accord, hein, c'est une plateforme où on peut acheter des NFT, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et là, vous avez mis en vente des boules, comment ça s'appelle, François-Xavier? Des boules de Noël, des boules de neige de Noël. Boules de neige de Noël, c'est ça. C'est ça. On a fait 4 niveaux, donc 4 boules, et chaque boule avait certaines quantités, donc ça allait de 15 000 pour une jusqu'à 1000 quelque chose pour une autre, et c'était le même que c'était $30. Et bien sûr, celle qui avait le moins de quantité, celle qui était le plus désirée. Et ça a été vraiment un record sur leur plateforme. On parlait avec Nicolas tout à l'heure. Ouais, c'était le niveau de rareté dont on parlait avec Nicolas pour les œuvres d'art. Oui, exactement. C'est un modus operandi, je pense, de tout un peu les lancements des NFT. Et c'était un record sur la plateforme. D'ailleurs, Vivi, pour info, ils sont le plus grand partenaire de Disney, par exemple, et ils sortent pas mal d'éditions sur leur plateforme. Et c'était vendu en 0,3 secondes tous les NFT qu'on avait fait, les 42 000. Et pour quel montant? 0,3 secondes pour quel montant? Donc, je pense que les revenus, c'était autour de 1,3 million et il y a eu 1 million de clics en moins d'1 seconde. Donc, c'était vraiment un grand succès. Parce que vous avez votre entité de licensing de Coke, vous avez un PNL, vous êtes objectivé sur le chiffre d'affaires que vous générez? Oui, exactement ça. Donc, une partie, bien sûr, on partage le revenu avec Vivi. Une partie de ce revenu, il est venu vers nous. Donc, c'était le revenu avec Vivi, oui. Et vous gagnez de l'argent aujourd'hui, Abdel? Oui, on gagne de l'argent, mais encore une fois pour dire, c'est pas vraiment notre premier but. Donc 1 million, vous pouvez voir peut-être quelle est la capitalisation de Coca-Cola dans le monde, mais c'est pas vraiment le but. Donc le but c'est pour nous d'apprendre et cet argent normalement on le réinvestit dans le développement du prochain NFT et du prochain projet. Alors on arrive au terme de cette session passionnante. Je pense qu'on pourrait encore en parler des heures. Alors il y a il y a pas mal de questions et d'ailleurs je remercie Othman d'avoir répondu aux questions les plus techniques directement sur la plateforme parce que j'aurais été bien incapable même de poser les questions. On vous demande peut-être à tous les deux de parler un peu de propriété intellectuelle. Quelles sont les limites d'usage? Est-ce qu'on a la certitude que les propriétaires aient donné leur accord par rapport aux produits dérivés? Alors là, c'est vrai beaucoup sur les œuvres d'art, surtout. Oui. Alors écoutez, nous on travaille avec des musées qui, par définition, les œuvres qui sont dans ces musées sont inaliénables, et donc ce sont leurs propriétés déjà, les musées, non? Absolument. Et donc du coup, on a un accord qui est fait entre le tripartite, entre le musée, la collection et l'acheteur de l'œuvre. C'est un smart contract qu'on vient poser sur la blockchain et dont Isabelle nous a parlé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est l'intérêt pour un acheteur d'acheter une œuvre numérique? Parce que finalement, en ce qui concerne les œuvres d'art, il pourrait en avoir une copie non originale mais gratuite. Et puis pour Coca, c'est quoi l'intérêt d'avoir une boule à neige en NFT numérique? Vas-y, Abdel. L'intérêt, on peut le voir de différentes façons. Pour nous, l'intérêt, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut se connecter à nos fans, nos consommateurs dans le Web 3. Donc, c'est un tout petit projet, bien sûr, les boules de neige, c'est pas quelque chose de très impactant, mais quel est l'intérêt pour nous? C'est vraiment de connecter. Quelle est cette connexion? Est-ce qu'il y a une vraie connexion? Est-ce qu'il y a une connexion avec nos fans? Est-ce qu'on arrive à recruter de nouveaux fans? Il faut pas oublier, on est une société qui produit des boissons. Donc, l'intérêt, c'est de vendre des boissons. Est-ce que, par exemple, il y a un lien avec nous? On peut plus étroit avec, par exemple, le Gen Z. Oui, donc, tu vas cibler plus jeune, finalement. C'est ça, oui. Très bien. Et de notre côté, c'est ça varie selon les collectionneurs. Certains collectionneurs qui sont, comme je vous le disais, des grands collectionneurs qui n'ont pas attendu les NFT pour l'être, l'idée de possession leur suffit. Et comme bien souvent avec les œuvres qu'ils possèdent, ils ne les montrent pas. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en revanche, ça va animer une conversation qui pourra, je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec un collectionneur, vous n'êtes pas obligé de regarder sa collection pour qu'il vous en parle. Et souvent, le discours est plus intéressant que la collection elle-même, surtout quand c'est des boîtes à musique.
Eh bien là, c'est la même chose pour beaucoup de nos collectionneurs. Et puis certains autres sont plus dans la logique d'Ottman, c'est-à-dire qu'ils aiment montrer leur collection pour, le cas échéant, pouvoir recevoir des offres et les revendre. On organise sur notre plateforme d'ailleurs un second marché qui se porte très bien, mais ce n'est pas l'essence même de ce qui anime nos collectionneurs. Et du coup, les musées qui vendent les œuvres sont très intéressés, je reprends Adèle, parce que une fois qu'ils ont encaissé ce qui leur revient sur la transaction financière, les musées ensuite ont libre champ pour pouvoir s'adresser à des communautés qui viennent du monde entier. Et certes, des collectionneurs brésiliens auront peut-être plus envie de mettre sur leur NFT sur un Samsung Frame, avec qui d'ailleurs on a un partenariat dans leur salon. Nous, peut-être traditionnellement à Paris, c'est moins notre truc, mais l'idée de collection est la même et c'est bien celle-là sur laquelle on travaille et sur laquelle travaillent les musées qu'on accompagne. Alors du coup, messieurs, est-ce qu'on peut répondre à cette question, les NFT, est-ce que c'est un nouveau levier business ou une liesse à éluder? Alors, ce qu'effectivement, je pense que ce qu'on a vu, ce que nos différents intervenants nous ont montré, c'est qu'il y a un potentiel, alors certes, qui doit encore éclore, hein, mais dont on voit les balbutiements aujourd'hui, que ce soit sur des sujets d'authenticité, de transaction. Également, on a vu d'engagement de communauté entre les marques et les consommateurs. Je pense que ça, c'est gigantesque. Donc oui, le potentiel, on en est convaincu chez One Man Support, va se développer et on a déjà commencé à travailler avec nos clients sur plein de cas d'usage NFT et blockchain. Et puis, il faut pas oublier aussi que demain, la NFT est un élément essentiel du métaverse et du Web3 et qui, alors là, on aura peut-être l'occasion d'organiser une autre table ronde, un autre sujet, mais quand on voit là les différents moves de Carrefour, notamment sur le métaverse, il n'y a pas plus tard que quelques jours, voilà, on sait que les NFT vont devenir incontournables et on va les accompagner, oui.